Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau télé de Business Industrie Lille, le premier salon de l'industrie dans les Hauts-de-France. Nous sommes réunis au Grand Palais de Lille jusqu'à demain, donc aujourd'hui mercredi 29 et demain jeudi 30 mai. L'entretien que je vais avoir le plaisir de mener dans quelques instants, eh bien vous pouvez le suivre en live, en direct, sur le site internet du salon, c'est businessindustrie-lille.com. Et dès demain, il sera en replay, vous pourrez le regarder encore et encore sur la chaîne YouTube Business Industrie Lille. Voilà, j'ai présenté les modalités et maintenant je vais vous présenter mes deux intervenants pour cette séquence. Karine Guillot, fondatrice de l'accélérateur de réindustrialisation, et Grégory Dufour, dirigeant de Sautravie Mercier. Je vous présenterai un petit peu plus dans quelques instants, mais d'abord je me tourne vers Karine Guillot pour qu'on commence à comprendre les mécanismes de ce qu'on appelle la réindustrialisation et la relocalisation. Vous avez donc fondé, alors quelques mots d'abord sur vous. Vous êtes consultante en stratégie d'entreprise. Quel est votre profil, votre parcours? Alors moi je viens du conseil en stratégie, j'ai fait ça toute ma carrière sur des programmes lourds de restructuration, de fusion, d'acquisition et également sur tout ce qui était transformation, conduite du changement. Les histoires de réindustrialisation et de relocalisation, c'est une de vos marottes. Ça vous est venu comment cette histoire? Ça m'est venu comme beaucoup de Français, je pense, quand il y a eu cette fameuse crise du Covid qui a vraiment changé nos vies. Et quand je me suis rendu compte que la France était finalement un pays désindustrialisé qui subissait de façon très conséquente les fruits de cette désindustrialisation. Et du coup, vous avez eu l'idée de créer un accélérateur de la réindustrialisation. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, en fait, je me suis dit comment on pourrait réindustrialiser avec méthode. Vous savez, parce que les consultants aiment la méthode. Et donc, j'en suis venue à l'idée qu'il fallait effectivement aller chercher des entreprises, des marques, des distributeurs, des PME en forte croissance et leur poser des questions toutes simples qui sont quels sont vos problèmes aujourd'hui? Et à partir de ces problèmes, que ce soit des problèmes d'approvisionnement, on voit les masques, les respirateurs, mais aussi tout ce qui est produits pharmaceutiques, matières premières. Donc, à partir de ces problèmes d'approvisionnement ou des problèmes de compétitivité, comment on pouvait tourner ces problèmes en projets industriels. Voilà. Et donc ça nous permet effectivement de réindustrialiser la France parce on va apporter des solutions à des entreprises qui font face à ces problèmes de sourcing, de compétitivité, de compétences. Et en faisant ça, c'est un effet vertueux parce qu'on réindustrialise la France. Alors, avant de comprendre comment vous le faites ou vous voulez le faire, quelle recette vous nous proposez? Parce que le sujet n'est quand même pas si simple, sinon ça saurait. C'est sûr. Pourquoi? Finalement, quels sont les enjeux auxquels répond votre démarche? Alors, je dirais de façon très classique, et on s'en est rendu compte avec la crise sanitaire, le premier enjeu, évidemment, c'est un enjeu de souveraineté. Oui. Parce qu'effectivement, la France qui s'est désindustrialisée ces 30-40 dernières années a vu peu à peu s'effondrer l'ensemble de ces secteurs industriels. Donc, je remets juste quelques ordres de grandeur. La balance commerciale l'année dernière a frôlé le déficit de 200 milliards d'euros. Et cette année, on s'est rétabli, entre guillemets, à 130 milliards de déficit du fait de la réduction des coûts de l'importation de l'énergie. Mais il n'en demeure pas moins, si vous voulez, que quand on mène une analyse sectorielle sur tous les pans de l'industrie, à l'exception de 3 secteurs qui sont donc l'aérospatial d'une part, et puis la cosmétique et les spiritueux, l'ensemble des secteurs est déficitaire. Ça, c'est un phénomène mondial qui est lié à l'organisation planétaire de l'économie, avec des industries manufacturières très concentrées dans les pays à bas coût de main-d'œuvre, en Asie notamment, le tout étant rendu possible par ces satanés conteneurs qu'on balade sur les océans du monde. La France est peut-être plus désindustrialisée que d'autres? Oui, alors c'est ça. Alors c'est pas vraiment un phénomène mondial. Je dirais que c'est un phénomène en réalité très français et très américain. C'est-à-dire que je pense que la France a suivi un peu son modèle, les États-Unis, dans les années 80-2000, et a vraiment enclenché cette désindustrialisation au profit d'une industrie des services. Mais quand vous regardez la balance commerciale des biens et des services, la balance commerciale des biens est déficitaire de 130 milliards et la balance des services est excédentaire de 30 milliards. Donc on a
quand même un problème de 100 milliards d'euros qu'il Donc, faut réussir. on a raté sur l'industrie, on l'a réussi sur les services. Alors, on l'a pas Clairement. suffisamment réussi. C'est Ouais. ça le problème qu'on a D'accord. aujourd'hui. Puis surtout, on réalise qu'en réalité, l'industrie draine les services. Oui. C'est ça l'illusion qu'on a eue, c'était de se dire, on va gommer notre industrie, puis ça va être fabuleux, on va être un pays de services. En réalité, non, c'est aussi, on a mis un handicap. Voilà. Et donc, c'est pas ce mouvement de désindustrialisation, je suis d'accord, c'est lié à une globalisation qui est assez mondiale. Mais on a beaucoup de pays européens qui ne se sont pas désindustrialisés comme nous. En réalité, ils ont cherché à renforcer leurs industries en s'appuyant sur des partenaires étrangers. Mais c'est très différent d'un mouvement de désindustrialisation qu'on a enclenché. Voilà. La difficulté maintenant, c'est de le réenclencher. C'est ça. C'est de repartir dans l'autre sens, bien sûr. Premier enjeu, premier objectif, donc la souveraineté. Voilà. C'était le premier. Alors, deuxième objectif, je pense, et qui préoccupe beaucoup de gens aussi, c'est la question de géopolitique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors qui est liée à la question de souveraineté, mais si vous voulez, on n'est plus dans le monde où la Chine est notre partenaire cheap, je dirais, prêt à mettre à disposition ses usines, sa main-d'œuvre, ses compétences à faible coût. Et on se rend compte qu'il y a une question de choix des dépendances qu'il va vraiment falloir opérer. Alors, quand on pense au conflit qu'on a avec la Russie, quand on voit les tensions géopolitiques qu'il peut y avoir en Chine, on se dit qu'effectivement, être dépendant de pays avec lesquels on est potentiellement en tension géopolitique devient un vrai problème. Voilà. Donc, la question de la souveraineté est liée à celle du contexte géopolitique. Elle est aggravée. Ouais. Voilà. Et je pense qu'il y a un phénomène que les gens ne maîtrisent pas assez. Enfin, c'est pas un phénomène, mais si vous voulez, c'est la compréhension de la stratégie de la Chine, hein, qui est un partenaire commercial très fort pour la France et pour l'Europe. Parce qu'en fait, si vous voulez, la Chine, depuis 2015, elle n'a pas de stratégie à 5 ans, ni à 10 ans. Tu vois, les Chinois rigolent. Voilà, eux, ils ont des stratégies à 2050. Et en 2015, la stratégie de la Chine qu'elle met en place et sur lesquelles, franchement, ils ont des plans qu'ils arrivent à tenir, et de dire, mais nous, on ne veut plus être l'usine du monde. C'est fini, en fait, nous faire travailler à faible coût sur la question de la confection, sur de l'assemblage, c'est pas du tout ce qui nous intéresse. Pourquoi ? Parce qu'on fait face à un déficit démographique. Donc notre population active va réduire de moitié d'ici 2050. Et puis, on a fait monter en compétences notre population. Donc, on n'a plus des petits ouvriers qu'on loge dans des boui-boui. On a des ingénieurs, on a des techniciens, et ces gens-là, ils n'acceptent pas de travailler dans ces conditions-là. Donc, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que finalement, de toute façon, le système globalisé tel qu'il fonctionne aujourd'hui, où on avait plus ou moins délégué la production industrielle à d'autres, ne tiendra pas à l'horizon 2040-2050. Voilà, ne tiendra pas parce que ça ne fait pas partie des objectifs stratégiques de ces pays-là. Donc la Chine a dit, maintenant, nous, ce qu'on veut faire maintenant, c'est nous repositionner sur les industries à forte valeur ajoutée, donc concurrencer les industries qui nous restent en France, et sinon vendre directement nos marques sur votre territoire sans passer par vos revendeurs. Et c'est ce qu'on voit avec la fast fashion et les produits comme Shine. Voilà. Bien sûr. Ce qui nous amène au quatrième enjeu ou objectif, qui est celui de l'environnement. Alors, c'est ça, en fait, on dit toujours, bah oui, il faut qu'on fasse quelque chose pour notre environnement. Bon, mais est-ce que les Français sont conscients que 50% de l'empreinte carbone est liée à nos importations ? Enfin, c'est énorme. Je veux dire, si on veut faire quelque chose, il faut agir sur les importations. Vous voyez, on est extrêmement vertueux en France au niveau de l'industrie. On développe des transports, de mobilité douce, et voilà. Mais il y a quand même un éléphant dans la pièce. C'est les importations. Parce que les importations de produits faible valeur ajoutée, cheap, qu'on fait venir, on ne sait même pas comment ils sont produits, ils arrivent chez nous, c'est extrêmement polluant. Alors, je ne parle même pas de la pollution que ça crée dans leur pays, mais je parle juste de l'empreinte carbone que ça génère en France, c'est sidérant. C'est notre scope 3 à la France, on va dire ça. Si vous voulez, en fait, quand on dit la relocalisation, est-ce que c'est possible ? Je me dis, mais en fait, ce n'est pas une question de possibilité, c'est une nécessité. Je veux dire, on ne peut pas y couper aujourd'hui. Donc quand l'État français, le gouvernement français l'affiche comme un objectif politique, vous dites que c'est plus qu'un objectif politique, c'est une évidence. C'est une nécessité, c'est-à-dire que si on ne veut pas avoir à faire des phénomènes de pénurie en cascade, comme on le voit là, par exemple sur l'industrie du médicament, si on veut maintenir un mode de vie serein, vivre dans des conditions matérielles pérennes, il faut à tout prix initier ce mouvement de relocalisation à marche forcée. Il ne faut pas attendre, parce que
Ceci dit, vous voyez, en Europe, je pense qu'il y a beaucoup de pays qui l'ont compris avant nous et qui ont initié ce mouvement. Donc le risque, c'est d'être un peu en retrait, si vous voulez, d'être en retard par rapport à ce qui se passe à l'étranger. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, on n'arrive plus à vendre nos produits pas assez, je dirais, en Europe. Vous voyez, on n'a plus vraiment de... C'est pas du partenariat, en fait. Nous, on est clients. Mais cette question de s'exporter pour des industriels français, des entreprises françaises, se pose beaucoup plus maintenant qu'hier. Alors, relocaliser, réindustrialiser, d'accord. Je pense que sur le principe, tout le monde est à peu près d'accord. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Oui. Concrètement, par quoi on commence ? Alors voilà, effectivement, la problématique, c'est que c'est très difficile. C'est difficile pourquoi ? Parce que 40 ans de désindustrialisation, ça laisse des marques. C'est-à-dire que vous allez avoir des filières, des chaînes de valeur qui ont perdu des compétences. Et quand elles ont perdu des compétences, c'est très difficile de les faire revenir, de recréer cet écosystème qui va nous permettre de solidifier, de consolider la filière. Alors, le programme qu'on a créé, c'est un programme d'accélération, donc c'est-à-dire que les CCI, donc les chambres de commerce et d'industrie, en l'occurrence ici dans les Hauts-de-France, mais également dans d'autres régions, déploient ce dispositif d'accélérateur qui est assez simple finalement, consiste à aller voir les entreprises, à leur poser la question à quel type de problème aujourd'hui vous faites face. Oui. Il n'y en a pas 10 000. En fait, le premier problème, celui du sourcing et des approvisionnements. Puisqu'on a un pays qui est fortement importateur, on a des approvisionnements dits vulnérables. Et ça veut dire qu'on a des délais pour faire venir ces approvisionnements qui ne sont pas tenables, en fait. Donc, que ce soit des produits qu'on revend directement ou des produits qui sont intégrés à la chaîne de fabrication, on a des problèmes de sourcing. Deuxième type. Donc ça, ce sont les produits qu'on ne trouve pas en France. Voilà. Hein ? Alors, Ce sont les produits qu'on ne trouve pas en France. Trouve pas en France, trouve pas forcément en Europe. Non plus. Et donc, sur lesquels on est vraiment dépendant de l'Asie, donc avec des délais de transport qui sont très longs. Voilà. Des enjeux de qualité aussi. Des enjeux de qualité, évidemment. Voilà. Des enjeux de contrefaçon. Voilà. Donc, la sécurisation vraiment de certaines pièces pour certaines industries dites stratégiques se pose énormément aujourd'hui. Ouais. Donc ça, c'est le premier sujet, c'est faire face aux problèmes d'approvisionnement, sécuriser les approvisionnements. Deuxième sujet, c'est les problèmes de compétitivité. C'est-à-dire que voilà, la France, elle a fait des choix de positionnement, je dirais, sur un marché moyenne gamme. Est-ce qu'il la place en forte difficulté, on le voit dans toutes les industries, après sur son modèle économique. Donc, comment faire pour rendre les entreprises plus compétitives, que ce soit des entreprises industrielles ou des entreprises, des marques, des distributeurs qui passent par ces industriels. Comment les rendre plus compétitifs pour faire face à la concurrence et pour que le produit français soit de bonne qualité et abordable. Oui. Voilà. Et puis, dernier enjeu, évidemment, c'est d'intégrer tous les enjeux de RSE aux nouveaux projets industriels. Ça, c'est difficile parce qu'effectivement, on doit faire face, on rattrape, si vous voulez, ce que peuvent faire d'autres pays mieux que nous aujourd'hui. Donc, ils sont plus robotisés, ils ont plus intégré l'industrie 4.0. Et en même temps, il faut qu'on soit extrêmement vertueux sur la question de la RSE. Et donc, sur ces trois sujets-là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va dire aux industriels, on a des solutions. Voilà, donc, on va essayer de tourner votre problème en projet industriel. Et voilà, et donc, on peut illustrer le propos avec l'exemple que va nous proposer Grégory Dufour, dirigeant de Sotravie Mercier. Vous faites de la maintenance industrielle à Saint-Amand-les-Eaux et vous avez développé un robot dans le domaine du textile. Et vous allez nous raconter cette histoire un peu incroyable. On commence par la raconter, puis on regardera une petite vidéo ensuite qui résume l'histoire, si vous voulez bien. Quelques mots sur votre entreprise d'abord. Alors, Sotravie Mercier, mettez le micro, voilà. C'est une société qui fait de la maintenance industrielle. Donc, on entretient les machines de nos clients pour les faire durer un peu plus longtemps, pour que ça soit plus écologique et puis surtout pour qu'ils les aient à disposition quand ils ont besoin de fabriquer. Donc, on a 60 techniciens. J'ai travaillé longtemps dans l'industrie textile et en 2022, j'ai participé avec Karine à un atelier de relocalisation sur lequel on a travaillé pour le distributeur Jules qui fait des chemises et qui a réexposé son problème, qui était un problème effectivement de logistique, donc avec des volumes importants puisqu'il achète en Asie, et des problèmes de compétitivité s'il voulait le faire en France. Ça m'a remis un peu le problème sur la table.
Grâce à Karine également, j'ai trouvé un fabricant allemand qui fait des pinces qui sont spécialisées dans le textile et qui permettent de déplacer avec un bras robotisé un textile d'un endroit à un autre. Donc c'était une partie de la solution. Et puis, de choses en autre, on a développé le reste, c'est-à-dire donc de la manipulation, de la vision, et on a créé en fait un robot autonome de confection qui va remplacer une couturière sur des opérations simples de couture et qui permet en fait de refaire de la confection qui elle, a été délocalisée très tôt, puisque c'était dans les années 1960, en France à des coûts compétitifs. L'objectif de cette marque que vous avez citée tout à l'heure, en l'occurrence, c'était de refabriquer complètement, de reconcevoir et fabriquer complètement ces chemises en France. Tout à fait, tout à fait. Mais il était confronté à des problèmes de compétitivité, puisque avec le coût de la main-d'œuvre en France, on n'était pas compétitif par rapport à de la fabrication du Sud-Est. Bien sûr, pour sortir un produit final au prix que propose cette enseigne. Tout à fait. Bien entendu. Et donc, on a travaillé sur une automatisation. Alors, on ne sait pas faire toute la chaîne de production. On n'est pas capable de faire une chemise complète, mais on est capable de faire certaines tâches, ce qui permet de baisser le prix de revient français. Oui. Et avec les gains adjoints qui sont du just-in-time, des baisses de stock, etc., on a moyen de remettre de la compétitivité sur cette industrie en France. La recette, finalement, c'est d'introduire de l'automatisme ou de la robotisation dans le processus de production. Relativement classique a priori, mais qu'est-ce qui rendait la chose compliquée en l'occurrence? Le textile, c'est compliqué. C'est ce qu'on appelle du matériau souple. Et donc, il n'y avait pas de solution technique qui permettait de le faire. C'est ce qu'on a inventé. On peut peut-être passer un peu la vidéo. Eh bien, on va le regarder, effectivement. Là, on va voir les images, comme ça on va voir très concrètement. Ça permettra d'illustrer un petit peu. On va voir très concrètement à quoi ressemble ce robot. On regarde la vidéo. Yeah, it's hot. One type. And something hard to do. Something to do. Alors ce robot, on en a vu un là qui est à l'œuvre, il est opérationnel, il fonctionne dans les usines qui fabriquent les chemises Jules. Alors on est en train de le mettre en test sur une usine qui fait du jeans. Donc on fait aujourd'hui 5 opérations sur 28 pour fabriquer un pantalon. Ça va permettre de réduire de à peu près 9% son prix de revient demain. Alors 9%, il ne sera pas encore rentable par rapport à la Chine ou les pays du sud-est asiatique. Mais derrière, on a une deuxième machine. Donc là, on fait ce qu'on appelle du surjet de bord. Donc on fait juste une couture sur le bord de la pièce de tissu. Demain, on fera des coutures d'assemblage. Donc j'ai mon équipe d'ingénieurs qui est là derrière. De jeunes ingénieurs. Qui m'aident à développer ça. Et demain, on pourra faire du surjet d'assemblage. Et là, c'est 10 opérations supplémentaires. Et on va revenir à peu près à 50% du prix actuel. Et donc, on va faire vraiment un gap. Et ça permettra en fait à l'usine d'être rentable. Et si l'usine est rentable, on fait aujourd'hui 3% de vêtements. Peut-être que demain, on fera 20, 50, 100% des vêtements en France. Et on aura résolu les problèmes d'écologie, de pollution, problèmes de souveraineté. On aura répondu aux enjeux qu'évoquait Karine tout à l'heure. Technologiquement parlant, c'est pointu, ça demande beaucoup de R&D, ça demande du temps, ça demande des phases tests un peu longues. C'est un projet qui s'étale sur quelle durée? On a développé ça pendant 1 an et demi. Ça fait un bon 6 mois qu'on travaille avec nos étudiants pour réellement créer la machine à aujourd'hui. La machine est opérationnelle. On va la mettre chez un client donc, qui fait des jeans pour la tester et vérifier que en phase industrielle, on soit vraiment qu'il n'y ait pas encore quelques réglages
avec quelques améliorations à prévoir. Et ensuite, on pourra commercialiser cette première machine et développer la deuxième. En tout cas, ce genre de machine n'existait pas sur Rayon. Il fallait l'inventer. Il fallait l'inventer. C'est vraiment une exclusivité qu'on vous présente là aujourd'hui. C'est les premières vidéos qu'on montre. On vient de déposer le brevet et donc on est capable aujourd'hui de faire cette démonstration. Brevet à la clé avec un investissement important, une mobilisation de fonds surtout une équipe très bonne. D'accord. Donc les jeunes étudiants... Ce que je veux dire par là, à travers cette question, c'est que c'est une démarche accessible. Tout à fait. Voilà. Alors c'est l'objectif de l'accélérateur qu'on a créé. C'est-à-dire, c'est de dire, on ne peut pas demander aux PME d'investir des millions sur des projets innovants dont elles ne connaissent pas encore l'aboutissement. Donc c'est pour ça que je salue et je remercie les étudiants de Jumia qui sont présents ici, qui sont vraiment à l'origine du succès. C'est qu'en fait, on mobilise à travers l'accélérateur des partenariats avec les établissements d'enseignement supérieur. En l'occurrence ici, la Cato de Lille et les étudiants de l'ICAM. Excusez-moi. Et en fait, l'objectif, c'est de dire les industriels ou les porteurs de projets n'ont pas le temps, si vous voulez, de mener des études de marché là, pour valider les aspects marketing, valider, innover d'un point de vue usage. Donc ça, on le prend en charge dans le cadre de l'accélérateur. Elles n'ont pas non plus toujours les ressources financières pour développer les projets, parce que là, ça a été vraiment développé, donc un projet, mais qui fonctionne, quoi. On n'est pas au stade où on se pose la question à quoi ça va ressembler, etc. Non, là, c'est opérationnel, ça marche. Et donc, on arrive finalement à réindustrialiser à faible coût. On dit toujours, oui, en fait, il faut dépenser tant de milliards, etc. Non, moi, je pense qu'en fait, aujourd'hui, on a des gens très intelligents en France, on a des étudiants exceptionnels qui sont brillants, on a leurs enseignants qui, eux aussi, sont très impliqués sur la question de la réindustrialisation. Et en fait, l'accélérateur, il fait ça, il mobilise toutes ces bonnes volontés pour qu'ensemble, industriels, marques, étudiants, enseignants trouvent des solutions à des problèmes de filière. Parce que vous voyez ici, le robot, c'est pas qu'un robot. Ça permet de conforter la confection et donc tout le secteur de la mode en France. Parce que vous avez vu, on a énormément de marques qui se sont effondrées, là. Des marques moyenne gamme. Et pourquoi elles sont effondrées? Parce que justement, leur modèle était basé sur ce modèle mondialisé avec des grosses commandes qui étaient passées à l'Asie, des gros délais d'acheminement. Et puis, une fois que c'était sur place, on ne savait pas quoi faire. Les collections ne prenaient pas, donc elles ne s'écoulaient pas, etc. Donc là, avec ce type de robot, ce n'est pas juste qu'on gagne des coûts, c'est qu'on change de modèle économique. Et quand on fait ça, on conforte une filière. C'est tout à fait passionnant, mais on va aller un tout petit peu plus loin. Alors moi, j'ai une question d'emblée. Je vais mettre les pieds dans le plat, si vous me permettez d'être un peu provocateur. Ce que vous nous dites avec ce système, c'est j'avais des gens qui coûtaient cher, je les remplace par des robots. Alors la réindustrialisation et la relocalisation, à quel prix? À quel prix humain? Chez vous, en l'occurrence, Grégory, sur cet exemple. Pour terminer sur le coût, en fait, c'est un coût qui est supportable pour une PME, comme Sotravies-Mercier. Oui. On a été aidé par la PPI, on a été aidé par l'IEDPI, donc pour la partie brevet, pour démarrer le projet. Oui, il y a de l'aide publique possible tout de même sur des projets. On a relocalisé, qui nous a beaucoup aidé, qui nous a trouvé les étudiants qui nous ont beaucoup aidés, les professeurs aussi. Donc, ce qui a permis en fait de bien avancer, les CCI, qui a permis de bien avancer sur le projet. Donc c'est un coût qui est, même si on est parti d'une feuille blanche et qu'on est arrivé à une machine qui est assez intéressante et unique au monde, on a quand même un coût qui est supportable pour une petite PME comme nous. Mais parce qu'on a créé finalement un mini-cluster. Tout à fait. C'est le principe des pôles de compétitivité où on va associer de l'entreprise, du fonds public, de l'étudiant, du labo de recherche. Tout à fait. Pour imaginer un projet, voilà, à échelle d'un projet. Alors, pour répondre à votre autre question... Alors, la question de l'emploi. Alors, sur la question de l'emploi, alors effectivement, on pourrait croire qu'on remplace une personne par un robot et donc on va détruire l'emploi. C'est tout à fait l'inverse. Pourquoi? Expliquez-nous. Alors, notre machine, elle ne fait pas tout. L'humain est un outil fantastique, bien plus performant que notre machine. Notre machine, elle est borgne, elle est manchot, d'accord? L'humain, il a deux mains, il a deux yeux. Quand on a testé les premiers, la faisabilité en fait de nos idées, on a été voir un confectionneur
Et puis j'ai demandé, on a pris des vidéos pour pouvoir essayer de reproduire informatiquement ce qui était fait par l'œil humain. Oui. Et j'ai demandé à la couturière de faire sa couture avec une seule main. Elle a divisé par 2 sa vitesse. Parce que avec 2 mains, on y arrive bien. Avec une main, c'est compliqué. C'est presque logique. Nous, on est borgne et on est manchot. Donc, on a une double pénalité. Donc, notre machine, elle est moins performante. Par contre, on réécrit un peu la fable de La Fontaine. Donc, avec le lièvre et la tortue, on va être beaucoup moins rapide que l'humain, mais on va être plus précis. Et puis surtout, on va travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Oui. Et donc, on va laisser le lièvre humain aller beaucoup plus vite. Par contre, on va le rattraper sur la longueur du temps. Et puis, sur la journée, faire à peu près la même production qu'elle. Votre couturière, elle devient quoi une fois que la machine est en place dans l'entreprise? Alors, pendant des années, au XVIIIe siècle, vous aviez sur métier à tisser, vous aviez un tisserand qui tissait son tissu. Aujourd'hui, vous avez un tisserand qui s'occupe d'une 50aine de métiers, parce que les métiers ont évolué, ils sont automatisés, et le métier du tisserand a un petit peu évolué, il fait de la surveillance et il fait de la réparation de casse. Et ben demain, on aura la même chose sur la couturière. Aujourd'hui, vous avez une couturière derrière chacune des machines. Demain, vous aurez une couturière qui va suivre 10, 15, 20 métiers, 20 machines à coudre, et qui va surveiller. Mais également, notre machine, elle ne fait pas tout. D'accord? Mais si on rend l'entreprise qui l'emploie rentable, parce qu'on l'a automatisé, bah, toutes les autres tâches que la machine ne sait pas faire, on va les faire en France, au lieu de les faire au Pakistan. Et donc, on fait aujourd'hui 3% du textile, des vêtements que vous portez, c'est 3%, c'est fait en France. Si demain on passe à 50%, c'est 15% d'emplois en plus. Il y a 70 000 personnes qui font de la confection en France, ça fait à peu près 700 000 emplois en France. Oui, donc... Plus tous les emplois dont Karine vous parlait tout à l'heure, en distribution qu'on va sauver, etc. etc. Donc effectivement, merci pour la démonstration, c'est relativement clair. J'en conclus aussi que le métier de ces couturières va changer. Il va évoluer. On peut parler d'une montée en compétences ou d'une montée en responsabilité, probablement. Oui, sûrement, oui. On va changer un petit peu, mais ça sera la même évolution qui a été faite tout à l'heure, comme je vous l'indiquais tout à l'heure sur les tisserands. Alors Karine, votre point de vue à vous, plus global, au-delà de cet exemple-là, relocalisation, réindustrialisation, en préservant l'emploi. J'imagine que c'est bien l'un des objectifs. Je reste sur cet exemple, ce qui est très intéressant. Ce que vous dites, alors la couturière, est-ce qu'elle va être remplacée par le robot? Mais en fait, on n'en est pas là. C'est pas du tout ça ce qui va se passer. C'est qu'aujourd'hui, les ateliers de confection peinent à être rentables. Vous voyez, parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à décrocher des marchés suffisants pour assurer leur pérennité. Donc le robot, il ne va pas tuer l'emploi de la couturière, il va sauver l'emploi de la couturière. Parce que la couturière, grâce à ces robots-là, va devenir, elle va offrir des produits à des coûts que les marques et les distributeurs sont prêts à mettre et que le consommateur est prêt à mettre. Vous comprenez? C'est très différent. Donc on va assurer la survie et le développement des ateliers de confection en les robotisant. Ça va, voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'on n'est pas au stade où on tue des ETP tout azimut. Au contraire, on est là où on sécurise leurs emplois et on sécurise la pérennité de leur business. Très différent comme point de vue. Tout à fait. Vous avez dû entendre parler du leader de la distribution de la fabrication française textile, le CIP français, qui vient de faire une grosse démarche en disant ça passe ou ça casse. Oui. Parce qu'aujourd'hui, il n'arrive plus au prix fabriqué en France à séduire encore le consommateur. Et d'une certaine manière, on règle, ou en tout cas on s'attache à régler la question du manque de compétences qui se pose aussi sur le marché français. Parce qu'on dit qu'il faut relocaliser, réindustrialiser, c'est bien, mais pour l'instant, on n'a pas vraiment les bras, ni les têtes d'ailleurs toujours, nécessaires pour le faire. Donc on règle les deux problèmes en même temps, si je comprends bien, avec ce genre de démarche. Bah oui, en fait, c'est ça. En fait, on se heurte à un problème de compétences. Oui. Donc si on n'a pas les compétences, soit on les redéveloppe, mais ça prend du temps, soit on trouve des moyens technologiques qui reproduisent ces compétences qui étaient plus manuelles à des coûts abordables. Voilà. On parle relocalisation, réindustrialisation sur le plateau TV de Business Industrie Lille avec mes deux invités cet après-midi. Grégory Dufour, je reviens vers vous. Cette machine extraordinaire
que vous avez mise au point avec la jeune équipe derrière vous, elle est duplicable, évidemment. On peut imaginer demain qu'elle s'installe dans d'autres entreprises textiles et qu'elle redonne vie à la filière textile française qui était un peu malmenée quand même depuis quelques dizaines d'années. C'est effectivement l'objectif, donc de commencer à la commercialiser, donc cette première version, et pour pouvoir développer les versions un petit peu plus évoluées, qui permettront en fait cette fois-ci de réduire de 50% le prix de revient de notre jeans, et qui permettront demain de faire du t-shirt. On est capable, avec la deuxième version de la machine, de faire un t-shirt pour, à mon avis, une 50aine de centimes en France, prix de confection uniquement. Donc il faut rajouter la matière, il faut rajouter les accessoires, mais ce qui permettra à Decathlon ou à d'autres de refaire venir cette production en France. Et il y a une demande aujourd'hui des entreprises. Alors Grégory, en tout cas, vous avez eu contact avec quelques acteurs de la filière, Karine aussi. Alors moi j'ai eu contact avec quelques acteurs, j'en parle pas trop parce que tant que la machine n'était pas au point, je voulais pas donner de faux espoirs. Maintenant que la machine est au point, que c'est breveté, on peut commencer à communiquer. Donc c'est la première chose qu'on fait avec vous aujourd'hui. Il reste à finaliser un petit, avec d'autres clients un petit peu la fin de la machine pour qu'elle soit totalement opérationnelle et totalement duplicable. Mais c'est bien ce qu'on compte faire dans les mois qui viennent. C'est une machine qui rend possible l'émergence d'une filière ou la réémergence, la reconstruction d'une filière tout entière, y compris avec les nouvelles ambitions qu'on porte aujourd'hui dans le cadre de la RSE et du développement durable, par exemple le recycling. Peut-on imaginer qu'on pourra récupérer les tissus en France pour les retraiter en France également, plutôt que de faire tout ça ailleurs? Tout à fait. Alors il y a beaucoup d'initiatives qui sont en cours aujourd'hui pour prendre des anciens vêtements, enlever les boutons, enlever les éléments, réeffilocher le fil et reconstruire du fil et ensuite du tissu. Alors il reste encore des filateurs, il reste des effilocheurs, il reste des tisseurs en France, moins qu'à une époque, mais il y en a toujours. Par contre, si on ne relocalise pas la confection, ce que permet de faire notre machine, je dirais toutes ces initiatives, il manque un nœud. Donc on recrée ce nœud, et donc ça nous permettra dans cette phase et dans ce cycle complet, effectivement, d'aller réutiliser complètement nos vêtements. On les utilise de moins en moins longtemps. On en achète plus, et donc ça permettra de créer une filière tout à fait vertueuse à ce niveau-là. Karine, quels exemples vous avez en tête? Alors là, on est en cours, work in progress de votre côté. Est-ce que vous avez des exemples d'opérations abouties et qui ont fait leurs preuves? Alors, je dirais que celle de Grégory, c'est celle que je préfère, parce qu'elle elle montre à quel point, en fait, en s'attaquant à un maillon faible, on consolide une filière. Après, on a d'autres produits plus anecdotiques, comme des machines-outils qu'on a réussi à relocaliser, certaines pièces de confection également, mais elles ne sont pas aussi significatives. Je veux dire, elles ne consolident pas la filière. Là, on est sur une opération de consolidation de filière. On a d'autres projets aussi qui sont extrêmement structurants d'un point de vue souveraineté. Donc là, c'est un projet qui est pas du territoire des Hauts-de-France, mais j'en parle quand même, qui vient de Belfort, donc en Bourgogne-Franche-Comté, et qui a pour origine des ingénieurs qui travaillaient chez Alstom, et qui, vous savez que quand on s'est séparé d'Alstom pour le vendre à General Electric, en réalité, on a perdu une compétence malheureusement très critique pour la France, celle de l'entretien de nos centrales hydrauliques. Et donc, aujourd'hui, cette délocalisation de l'entretien des centrales hydrauliques fait que nos pièces stratégiques pour les centrales sont produites en Inde. Autrement dit, quand on a besoin de s'attaquer à la maintenance des centrales hydrauliques, on est complètement dépendant de ce qui se passe en Inde et on a des problèmes d'approvisionnement, etc. Voilà. Et donc l'idée, l'objectif, c'était de relocaliser ces pièces. Et en relocalisant ces pièces, autre exemple, vous voyez bien que c'est pas que la pièce qu'on relocalise, c'est toute la compétence autour de la maintenance de la centrale. Donc vous voyez, je vous donne cet exemple pour vous dire que quand vous relocalisez parfois une pièce, un composant, en fait, c'est tellement important que ça consolide votre filière. Et ça, voilà, ça fait partie des projets aussi qu'on accompagne, parce qu'ils sont structurants pour des questions de souveraineté. Parce qu'on peut dire, c'est pas grave, on va continuer de s'approvisionner en Chine. Ça pose d'énormes problèmes. De toute façon, vous savez que
Je dis toujours, si la Chine arrête de nous fournir en sous-vêtements, on va se retrouver tout nu parce qu'en fait, ils fournissent 85% de nos sous-vêtements, slip, culottes, etc. Voilà, donc c'est un vrai sujet. Ça peut paraître anecdotique, mais en réalité, quand vous prenez d'autres sujets, c'est toujours la même décomposition du problème, c'est que vous avez des maillons faibles et il faut s'attaquer à ces maillons faibles pour consolider l'intégralité de la filière. Voilà. Oui. En l'occurrence, à Belfort, le projet, Alors, le programme en est où? le projet continue. En fait, on ne crée pas une usine comme ça, hein, Clairement. vous pouvez l'imaginer. Donc, le projet continue. Alors, toujours le même dispositif, accompagné par un écosystème avec les écoles d'ingénieurs de l'UTBM cette fois-ci. Donc l'Université de technologie de Belfort-Montbéliard. Qui ont aidé, en fait... Là, on a fait beaucoup plus, c'est-à-dire qu'on a été... Alors, ils n'ont pas développé, mais en fait, ils ont été conforter le besoin, l'expression de besoin auprès des clients. Et ce n'est pas toujours facile, en fait, pour une entreprise d'aller chercher des clients. Et c'est ce qu'on fait aussi dans l'accélérateur, c'est-à-dire qu'on va sécuriser l'aval de la chaîne de valeur, on va aller chercher des clients pour les projets. Parce que vous voyez, moi, je me sentirais mal à dire à un industriel, bon, vas-y, lance-toi, tu vas voir, ton projet est super, et puis tu trouveras bien le client après. Non, pas du tout. Dans l'accélérateur, la première chose qu'on va faire, c'est ce qu'on avait fait pour Grégory, c'est d'aller voir les ateliers de confection, les marques, pour savoir comment ils voient le projet, s'ils sont réceptifs. Oui, on qualifie le besoin. Exactement. Et on identifie les premiers clients, en réalité, tout simplement. Oui, et puis ça permet aussi de faire une machine qui soit adaptée par rapport à leurs besoins. Oui. Oui, parce qu'ils travaillent concrètement avec vous. En tout cas, il y a un cahier des charges. On fait un cahier des charges avec eux et ils sont partie prenante en fait de l'idée. Nous, on a fait évoluer la machine avec notre fabricant de jeans en disant attention, il y a ça qui n'est pas pris en compte, il y a ça qui n'est pas pris en compte. Et donc, on a fait évoluer au cours de l'idée, pendant la réalisation, certains éléments. D'accord. Cette organisation que vous nous avez décrite, illustrée dans deux cas très précis, elle est duplicable, reproductible, j'allais dire à l'infini, mais en tout cas un peu partout là où s'expriment des besoins. Oui, elle est conçue justement pour être duplicable, reproductible. Alors aujourd'hui, on s'appuie entièrement sur le réseau des chambres de commerce et d'industrie. Donc ce sont elles, si vous voulez, qui connaissent très bien le territoire et donc très bien les entreprises qui sont à même de faire remonter tous ces besoins. Et après d'accompagner les projets, parce que dans le dispositif, on ne laisse pas l'entrepreneur seul, on le fait travailler autour d'une méthode, on demande à conseiller industrie de la CCI d'accompagner le projet, mais sur du long terme, sur plusieurs mois. Donc il y a tout un dispositif qui est duplicable sur tout le territoire. Voilà. Donc plus on a de projets, enfin, j'allais dire, plus on a de problèmes, plus on est content, puisque plus on a de projets industriels pour apporter des solutions. Voilà. Donc l'équipe qui travaille avec vous, c'est Accélérateur, donc c'est vous. Oui. CCI, qui sont vraiment vos interlocuteurs locaux. Ce sont leurs accélérateurs. Hein, ce sont les accélérateurs des CCI. Oui, ce sont les accélérateurs. Et quels sont les autres acteurs qui peuvent éventuellement... c'est à la carte, j'allais dire, selon les projets? Non, c'est toujours un peu pareil. C'est-à-dire que donc, ce sont les CCI qui déploient le modèle. On mène des partenariats avec tous les établissements d'enseignement supérieur dont les compétences des étudiants et des enseignants peuvent vraiment être très importantes pour le projet. Et puis après, effectivement, on a tout un écosystème aussi au niveau des organisations patronales, le MEDEF, le club des ETI, etc. Et puis, ça peut être aussi avec les clusters. Donc, on a un partenaire avec France Cluster, mais les fédérations. Donc, on essaye d'agréger le plus possible comme ça d'acteurs. Parce que le problème, il est là, c'est que parfois, on va devoir chercher le bouton à 5 pattes. Donc, je vous donne un exemple, c'était Schlumberger qui était venu nous voir. Il nous expose le truc, on a un produit qu'on aimerait verdir, mais ce n'est pas notre compétence, alors comment on va faire? Alors là, moi, il me parle de batterie, je me dis, oula, la France et batterie, alors tout de suite, on appelle Vercor, mais il dit, mais non, vous n'y pensez pas, nous, c'est pour l'automobile, là, c'est des monstres que vous nous demandez. Et donc là, le réseau des CCI se met à chercher, donc là, le projet vient des Hauts-de-France, et on a été trouver une pépite à Poitiers, donc d'un industriel français qui avait développé une expertise sur les batteries de grosse taille. Et voilà, donc vous voyez, et on reconstitue comme ça une chaîne avec un industriel aussi du côté de Belfort, hein, qui avait développé, qui fait des moteurs pour la Marine nationale. Donc vous voyez, on reconstitue comme ça à travers le pays. C'est ça le sujet. Il faut être ouvert, il faut voir large. Il faut voir large. Mais en France. Voilà. Mais alors, en France, oui et non, puisque par exemple... En fait, Karine, elle met les problèmes sur la table et elle appelle tout son écosystème. Oui. Et elle expose le problème à tout le monde. Oui. Et puis, ça permet d'aller rebondir et de dire ah bah tiens, j'ai ça ou j'ai ça, tu peux peut-être aller voir à tel endroit.
Et puis, elle nous apporte des choses et on en apporte aux autres. Encore une question, pas piège du tout, mais dans votre machine, les composants, ils sont tous français? Alors, Ou vous malheureusement, avez réussi ils sont malheureusement pas tous français. Ouais. Mais on va y arriver. Ou hein. européens? Mais on est en train d'y travailler. On va y Ouais. Parce que c'est ça la question aussi, c'est-à-dire qu'on Bien va sûr, créer une machine, bien sûr. mais les composants électroniques en particulier, malheureusement, ils viennent non. généralement d'Asie. Notre produit, alors, le but du jeu est quand même d'arriver à un produit et à un robot qui ne soit pas très cher, de façon à pouvoir concurrencer le sud-est asiatique. Oui. Donc on a des contraintes de coûts qui sont assez importantes. Donc on a aujourd'hui un robot qui est malheureusement chinois. On a une pince qui est allemande. Les composants vision, c'est plutôt du japonais. La partie logicielle est faite en France par des ingénieurs avec des briques européennes. Donc on a quand même une grosse part de la valeur ajoutée de la machine qui est fabriquée en France. Et on est déjà en train de travailler avec des fabricants de bras motorisés français. On en est en partenariat et en contact avec, donc grâce à l'écosystème des CCI, parce que c'est elles qui ont identifié effectivement. Donc on a deux industriels qui font des bras et qui sont en train de travailler sur notre robot pour essayer de trouver des solutions. Je ne dis pas qu'on va le faire demain, mais on est en train d'y travailler. Les solutions peuvent être, on peut imaginer qu'elles soient vraiment 100% françaises. C'est aussi vraiment juste une utopie. Non, je ne vois pas pourquoi elle ne serait pas 100% française. C'est-à-dire que là, c'était un peu la facilité. Il fallait vite. Oui. Donc, quand on va vite, effectivement, on prend ce qu'il y a sur le marché. Et vous voyez, rien que par cette initiative aujourd'hui au salon, on a pu rencontrer un industriel, donc InnoDesign, qui nous a donné plein de solutions françaises pour que le robot de The French Confection soit vraiment français. Un mot, on approche de la fin de notre rencontre, sur le fonctionnement de cet accélérateur. Concrètement, ça se passe comment? C'est des entreprises qui s'adressent à leur CCI ou à un autre interlocuteur pour partager leurs difficultés, ou c'est vous qui allez repérer des cas? Alors, ça peut être les deux, si vous voulez. Donc, s'il y a des entreprises qui ont des projets, elles peuvent nous contacter. Et puis sinon, la CCI des Hauts-de-France mène une campagne, si vous voulez, permanente de prospection. Elle demande à ses conseillers d'être en alerte permanente sur des problématiques qu'elles font remonter, qui sont qualifiées par les équipes de CCI dans le cadre de l'accélérateur. Et puis à partir de là, on lance des projets. Donc là, prochaine promotion, la Hauts-de-France, ça va être en septembre. On a déjà une petite dizaine de projets à lancer. Et voilà, et donc on fonctionne maintenant, c'est un dispositif permanent, pérenne, qu'on inscrit dans le temps. Là, on a évoqué un exemple dans le textile, vous avez évoqué un exemple dans les batteries, un autre dans l'industrie, tous les secteurs aujourd'hui sont concernés. Tous les secteurs. On a même eu l'agroalimentaire. Je pense qu'on va avoir tout ce qui est produits pharmaceutiques, un produit pharmaceutique sur lequel on est en difficulté malheureusement. Donc en fait, ça adresse tout type de secteur, mais l'approche méthodologique est toujours la même. C'est recomposer la chaîne de valeur avec des partenaires compétents et motivés et mettre à profit l'écosystème des écoles, des grandes écoles de commerce, des universités, des écoles d'ingénieurs au profit du projet pour accélérer son développement à un moindre coût. Voilà. En s'appuyant effectivement sur le réseau des chambres de commerce, sur les régions et sur les autres partenaires locaux. L'entrée dans un accélérateur pour une entreprise, il est techniquement, financièrement... Financièrement, c'est là la beauté et la grandeur des chambres de commerce et d'industrie. Parce qu'en fait, elles prennent en charge, si vous voulez, la valeur de l'accélérateur aujourd'hui, avec tout le sourcing qu'on fait, dépasse de loin les 10 000 euros. Mais pour une entreprise, pour que ça soit abordable, elle ne va payer que 3 000 euros qui vont être possiblement financés par son OPCO, puisque c'est une formation en relocalisation. Voilà. D'accord. Et en plus, elles vont payer un sourcing, mais qui est vraiment énormément pris en charge par les chambres de commerce et d'industrie. Donc ça, les chambres de commerce et d'industrie font un travail exceptionnel, il faut le dire, pour soutenir le mouvement de réindustrialisation. De même que la région, qui a toujours été en soutien sur l'opération. Donc vraiment, il y a une envie, ça se voit, de soutenir le mouvement de réindustrialisation. D'accord. C'est accessible, avec peut-être une sélection des projets, parce que surtout après notre plateau télé, grâce à l'audience que nous aurons, vous allez être inondé de projets. Voilà, mais je n'en doute pas. La sélection des projets, c'est toujours la même. En fait, on essaye de voir si la problématique qui nous remonte est une problématique de filière. Oui. Est-ce qu'on peut apporter une réponse à une problématique de filière ou un enjeu de souveraineté? Si c'est le cas,
alors l'accélérateur, parce que vous avez vu, hein, il y a énormément d'efforts financiers qui est consenti justement par les chambres de commerce et d'industrie. Si c'est le cas, le projet peut être intégré à l'accélérateur. La suite de l'histoire. D'abord pour vous, Grégory Dufour et votre société Sotravie Mercier. C'est une vraie compétence, une vraie expertise que vous allez développer. Vous allez en faire une activité à part entière de l'entreprise. Alors, on va faire plus que ça, puisqu'on va externaliser en fait la structure. En France, hein. Ah, bien évidemment. Sotravie Mercier, c'est de la maintenance industrielle, c'est pas de la construction de machines. Oui. Donc on va créer The French Confection, donc, qui est une start-up qu'on est en train de lancer. Très bien. Et puis après, c'est le travail de la start-up, donc d'aller trouver un peu de financement peut-être pour continuer à développer des nouvelles machines. Et puis développer une usine pour aller commercialiser la première version. Et cette start-up est à Saint-Amand aussi, dans la région? Dans la région Hauts-de-France, bien sûr. On reste dans les Hauts-de-France. On reste dans les Hauts-de-France. Très bien. Et puis, le textile et les Hauts-de-France, c'est une longue histoire. Une vieille histoire d'amour, donc il faut la continuer. Et donc ça a du sens d'être ici, bien sûr, sur ce projet. Karine, l'avenir, vous le voyez comment? On va réussir ce pari de la réindustrialisation? C'est pas une question, il faut. Hein, on n'a pas de... on est vraiment... Il y a des sceptiques, hein. Oui, mais en fait, justement, c'est ça le problème, je dirais, c'est notre principal ennemi, c'est notre défaitisme. Oui. C'est-à-dire que les gens qui partent vaincus d'avance, c'est ce qui fait qu'on ne trouve pas de solution. C'est les gens qui disent « Ah, mais attendez, réindustrialiser, c'est bien gentil, mais alors attendez, entre les impôts de production, le coût de la main-d'œuvre, le fait qu'on n'arrive pas à trouver des compétences, que les gens ne veulent pas rester travailler chez nous, bon, voilà, vous êtes bien gentil et vous sortez de réindustrialisation, mais tout ça, on ne va pas y arriver. » Bon, c'est sûr que si on commence comme ça, on n'y arrive pas. En revanche, quand vous avez des gens comme Grégory qui disent « on a un problème, on va chercher la solution coûte que coûte », quand vous avez des étudiants de l'ICAM qui ont travaillé, mais franchement, comme des bêtes pendant plusieurs mois pour passer de l'idée au produit qui fonctionne, voilà, là, on arrive à faire des choses, vous voyez. Et ce n'est pas forcément des coûts délirants, quoi. Donc moi, l'avenir, voilà, l'objectif, c'est qu'on démultiplie des exemples comme Grégory, des exemples comme en Bourgogne-Franche-Comté, comme en Normandie on a eu, aussi un super projet en Normandie, en Île-de-France. Voilà, là ça va être la 3e fois qu'on met en place l'accélérateur. Bon, on commence à être rodé et puis on espère avoir de plus en plus de projets de bonne qualité. Faut être optimiste. Être optimiste. Nous au départ, quand on a développé la machine, on a dit qu'on allait automatiser le poste textile, le poste de confection. On nous a dit ça fait 60 ans que c'est pas possible et qu'on n'a jamais réussi, qu'on a délocalisé en Asie, tu vas pas y arriver. Et puis, si on y arrive, donc il faut y aller, il faut se battre, il faut s'accrocher. Ça n'a pas toujours été simple, il y a eu des moments un peu plus compliqués et puis des moments sur lesquels on avançait bien et on était plutôt euphorique, mais en se tenant la main, en avançant, on y arrive et on résout les problèmes les uns après les autres. Ouais, cette citation que j'aime bien répéter, voilà, parce que je l'aime beaucoup, et vous l'avez fait parce que vous ne saviez pas que c'était impossible. Voilà, ça résume bien la situation. Voilà, mais vous y croyez. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Pour vos explications, vos témoignages, et puis voilà, on repart un peu réconforté et convaincu en tout cas que ça va marcher. Merci beaucoup. Nous étions en direct du salon Business Industrie à Lille pour parler de relocalisation et de réindustrialisation. Cette vidéo est visible en replay sur la page YouTube du salon Business Industrie Lille. Bonne soirée, merci. Bonsoir.